Cette seconde, enfin cette deuxième, parce qu'il y en a plusieurs après, 2 autres encore, table ronde, d'aujourd'hui, je rappelle le thème général qui est la résilience, le moteur du rétablissement. Au cours de la précédente table ronde, nous avons vu, quelle était la place pour les personnes fragiles psychiquement et pour résumer, il a été plutôt adopté l'idée d'une sensibilité plutôt qu'une fragilité, avec ce que ça suppose. Et en fait, on a commencé à effleurer en quelque sorte ce que pouvait être dans ces manifestations concrètes un début de résilience. Là, nous sommes au cœur du sujet, donc avec ce concept de résilience. Avant de démarrer, je vais demander à mes trois interlocuteurs, on sera rejoint, il y a des problèmes de transport par un quatrième interlocuteur tout à l'heure, mais de bien vouloir se présenter en quelques mots. On commence avec vous, Pascal. Bonjour, donc je suis Pascal Parsat. Je suis aujourd'hui au titre de l'expertise culture handicap que j'apporte à Audience, le groupe de protection sociale et de prévoyance de l'ensemble des professionnels de la culture. Et en parallèle de ça, je suis professeur, auteur, metteur en scène, comédien dans la culture. Donc. Merci. Vous nous parlerez donc de la résilience au cours d'un, je vous rassure, d'un échange, d'un débat, puisqu'il n'y a pas d'exposé docte comme à l'accoutumée, de ce que l'art peut apporter comme réponse, en tout cas, à la résilience. Et on verra si on doit parler de résilience au singulier ou au pluriel d'ailleurs. Ensuite, Dominique Lecomte. Je suis la mère en fait d'une personne qui souffre d'une maladie psychique. Et enfin, Christian Toulek. Christian Toulek, je suis directeur d'un foyer médicalisé, d'accueil médicalisé à Draveil et d'une maison d'accueil spécialisée à Créteil. Alors, quand on a préparé cette table ronde, chacun y allait de sa définition de la résilience. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était très sérieux de ne proposer qu'une seule définition. On va faire un petit test. On va demander à chacun, déjà, bien sûr, à nos invités, mais vous aurez la parole pour, si vous avez vous-même une définition à nous donner, parce que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de définir les conditions de la résilience, les conditions de réalisation de la résilience, et puis des illustrations aussi, puisque rien ne vaut le concret lorsqu'on parle de rétablissement. Alors, peut-être déjà, Annick, vous me disiez que le mot résilience, c'est pas du tout dans le vocabulaire de la psychiatrie, ça a été récupéré, mais c'est plutôt, je vais pas faire de la pub pour Bouygues, mais enfin, en tout cas pour le bâtiment, c'est du gros œuvre, la résilience. C'est de la physique. Voilà, c'est de la physique, en fait. La résilience, le concept en physique de résilience, c'est une valeur qui caractérise la résistance au choc d'un métal. Voilà, et c'est effectivement un concept qui a été repris après dans le champ psychique pour parler de la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Est-ce que quelqu'un autour de la table ronde a une autre définition ou quelque chose, Pascal? J'en avais chopé une ici au hasard. La résilience en art est la capacité de l'œuvre d'art à conserver à travers l'esthétique sa particularité malgré la subjectivation croissante. Hein? Vous nous expliquerez tout cela, monsieur le professeur. Oui, je pense que d'abord, de toutes les façons, la résilience, c'est aussi une réconciliation avec soi au présent et une acceptation de ce que la nature nous a donné et d'en faire non pas un atout, mais une réalité aimée, plutôt que d'aimer ce que sont les autres et que nous ne sommes pas, qui est souvent un objet cultivé. C'est-à-dire, deviens comme nous, tu seras mieux. Or, à aucun moment, la majorité s'intéresse si elle pouvait devenir comme l'autre pour qu'il aille mieux. C'est mieux deviens ce que tu es de Nietzsche, par exemple. Oui, la résilience, ça peut être aussi la capacité d'abord à vivre avec sa maladie, à bien vivre aussi avec sa maladie, ce qui est tout à fait possible. Et c'est la capacité de voir ce qu'on peut encore faire, pas ce qu'on ne peut plus faire. Et c'est utiliser ces capacités comme un point d'appui pour aller de l'avant et puis pour avoir un épanouissement dans sa vie personnelle et affective et dans sa vie professionnelle. Dominique?
Pour moi, c'est la possibilité d'être à nouveau en contact avec la personne en dépit de la maladie, au-delà de la maladie, se réjouir de ce qui la réjouit, soutenir ses projets, avoir de nouveau soi-même des projets, voilà, pouvoir de nouveau être heureux ensemble, simplement. C'est déjà pas mal. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avec une autre définition? Alors, c'est pas un jeu concours, hein, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Je pense que déjà, on a eu toutes sortes d'éclairages sur ce que pouvait être la résilience. On va commencer avec vous, Christian Toulek, puisque en établissement, vous avez une approche de cette résilience, puisque j'imagine que vous obtenez des succès, du moins je souhaite. Moi aussi, mais ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, courant maintenant. C'est pas exceptionnel dans l'établissement. Enfin, ça a été peut-être exceptionnel. Aujourd'hui, l'établissement, il fonctionne de telle façon à ce que, effectivement, on s'attache à utiliser la résilience des résidents, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident pour le personnel, surtout parce que vous savez, on vient quand même de loin. On vient aujourd'hui, pour le personnel, surtout médical, concevoir que, par exemple, dans un GEM, les malades peuvent salarier leur infirmier. C'est une révolution dans la psychiatrie. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc, parler de résilience, c'est tout un travail aussi. C'est toute une culture dans les établissements à mettre en place. C'est par exemple faire en sorte que, par exemple, les projets personnalisés ne soient pas qu'un morceau de papier qu'on remplit tous les ans, où on demande aux résidents comment il conçoit sa vie dans l'établissement ou comment il peut concevoir sa vie à l'extérieur. Et ça reste lettre morte, quoi. C'est quand on prend, par exemple, j'ai pris il y a 4-5 ans des projets personnalisés. Je me suis aperçu que c'était toujours les mêmes. C'est-à-dire que les envies étaient les mêmes, mais n'ont jamais été réalisées. Donc, on a parlé tout à l'heure de la résilience dans les familles, mais il y a aussi la résilience dans les établissements. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas en famille, malheureusement. Et dans l'établissement, on doit s'attacher aussi à cultiver cette vision de l'insertion, de la réinsertion. C'est aussi former le personnel, reformer le personnel, puisque je parle plutôt de déformation que de formation. C'est d'avoir un autre regard sur les résidents, c'est d'avoir un regard d'humanité, pas un regard de maladie. C'est-à-dire la maladie dans l'établissement n'existe pas. Il y a des personnes qui ont des difficultés, des sensibilités particulières, et on doit essayer de construire des projets qui puissent justement mettre en valeur toutes les possibilités, non pas leur impossibilité. Je dis toujours qu'il faut éviter la double peine, parce que c'était ça la psychiatrie. La psychiatrie, c'est on est prisonnier déjà de la maladie et on vous rend prisonnier aussi physiquement. Donc ça a été aussi une première action qu'on a mise dans l'établissement, c'est d'ouvrir les portes. Voilà, un établissement, c'est libre, c'est ouvert. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un empowerment institutionnel, c'est-à-dire une capacité transversale de réécouter les résidents, de les réécouter avec un regard neuf, avec des yeux neufs, et essayer de mettre en place avec eux, avec leurs désirs. Parce que souvent, dans les institutions, on se substitue à leurs désirs en transférant notre propre désir en leur désir. Et puis, quelquefois, on arrive à des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que la personne voulait. Donc, c'est ça. Si j'avais un mot, ce serait de dire que c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est de les accompagner, de les épauler, mais pas de faire à leur place. Voilà, c'est quelque chose que les institutions doivent apprendre aujourd'hui à faire, puisque une institution, par définition, c'est quelque chose qui est un petit peu étouffant et qu'il faut qu'on rende ces établissements en capacité de faire en sorte que les personnes puissent avoir un épanouissement et de permettre à ces personnes de quasiment avoir une vie à l'extérieur normale ou socialement acceptable. Pascal Parsat, dans la définition que vous donniez de la résilience,
il y avait l'idée de reconstruction. Alors cette reconstruction avec soi-même, ou cette reconstruction de soi-même, peut-on y parvenir au moyen des arts en général? Oui, parce que d'abord, je réfléchissais à ce que vous disiez, monsieur. Je pense que une des choses essentielles qui est de pouvoir rencontrer un regard neuf, vierge, sur soi. C'est très important parce que la personne, évidemment, a parfaitement conscience de son quotidien, a parfaitement conscience que ça n'est pas comme les autres, ça n'est pas aussi simple, que parfois ça peut créer des déceptions ou des attentes insatisfaites chez l'autre. L'avantage de se retrouver en plus dans une pratique, dans un milieu ordinaire, de préférence, c'est évidemment d'abord de pouvoir aussi accéder à la culture, parce qu'on parle beaucoup des pratiques, mais on ne parle pas assez de la culture, sous-entendu, aller voir ce que font les autres, c'est aussi se positionner, c'est aussi des fois découvrir que le sujet que nous sommes n'est pas un sujet unique, mais que c'est dans l'humanité souvent une réalité qu'il y a que deux peurs nous fédèrent, celle d'exclure et celle d'être envahi. Donc dans la culture, évidemment, la personne peut trouver un endroit où sa réalité, sa singularité, sa sensibilité sont bienvenues, attendues, puisque l'art ne se nourrit que du singulier, au demeurant, même s'il parle au pluriel et, j'allais dire, à l'humanité tout entière. Donc la personne peut tout à fait se réaliser, se rendre compte de ce qu'elle apporte, mais aussi de ce qu'il lui faut apporter pour être dans un traitement d'égalité. C'est aussi lui rappeler que l'objet est de partir de soi et non pas de parler de soi, donc c'est s'oublier. C'est évidemment privilégier le bien commun plutôt que le spécifique, ce qui est souvent une nécessité de rappeler, c'est de privilégier le collectif. Donc ça permet aussi à la personne de se, entre guillemets, reconstruire ou au moins de s'architecturer dans un projet collectif. C'est la rencontre du beau, c'est la rencontre du réel à partir évidemment d'une réalité que l'on conduit vers une chimère, un rêve. Donc c'est pour beaucoup l'encouragement à tous les possibles. Je vais prendre un exemple très concret. On parlait de résilience famille. Il y a quelques années, quand, après avoir fondé le Centre Recherche Théâtre Handicap et la première école de ce type en Europe, Acte 21, j'avais une de mes élèves qui était atteinte de trisomie 21 et la première fois que je l'ai rencontrée avec sa maman était extrêmement sèche, extrêmement fermée et lors de l'entretien que nous avions, elle se tournait souvent vers sa fille en disant « Je suppose que si tu avais pu parler, tu aurais dit ce que je viens de dire, donc je l'ai dit, c'est fait ». Évidemment, ce n'est pas un cas isolé, je tiens à le rappeler. J'en ai vu d'autres. Et puis, en cours de travail, cette jeune fille a révélé des qualités qui me semblaient nécessaires d'encourager et de ne pas la réduire à un avenir que l'on aurait craint pour elle, mais bien de lui permettre du possible. Et je revois à nouveau sa maman pour m'assurer que nous sommes en phase et qu'elle n'est pas opposée à ce que je fasse cette proposition à sa fille. Et je vois arriver une femme transformée. Et donc, je dis à cette jeune fille, tu ne m'en voudras pas, je vais d'abord parler avec ta maman. Et je dis à cette dame, je dis, madame, je ne sais pas si vous êtes amoureuse, mais ça vous va très bien. Et elle me dit, écoutez, vous ne pensez pas si bien dire, car grâce à vous, je suis devenue amoureuse de mon rôle de mère. Pourquoi ? Parce qu'avant vous, j'avais l'impression d'avoir fauté, d'avoir raté ma grossesse, et donc de ne pas être une maman à la hauteur, puisque je me culpabilisais. Avec vous, j'ai découvert que ma fille avait un endroit où elle était à égalité de considération et de possibilités. Nous avons retrouvé le plaisir d'aller au théâtre ensemble. Nous avons trouvé le plaisir de choisir des pièces ensemble, de les apprendre, de les travailler ensemble. Donc vous m'avez réconcilié avec elle et évidemment, vous l'avez apaisée puisqu'elle sait désormais que ce qu'elle est ne me coûte plus. Voilà les endroits où l'art permet aussi la réconciliation. Elle permet aussi la réconciliation d'être dans l'individu lui-même, c'est s'affirmer dans le regard de l'autre, c'est prendre sa place dans le collectif, c'est faire entendre sa particularité, sa nature. Tous les sujets au théâtre, en peinture, en musique ont tous été abordés. C'est le traitement qui a changé à chaque fois. Si l'on voit la femme peinte par Picasso ou par Matisse, ou Modigliani, ce sont toutes des femmes, mais avec un regard différent. Et c'est ce regard différent qui nous importe, parce qu'évidemment, il est l'expression de tous ces regards silencieux qui ne savent pas s'exprimer.
Donc je connais un garçon, là aussi, dans cette école, qui est arrivé très encombré de lui-même, très en difficulté, même avec un respect de lui-même et une négligence, on pourrait dire, de sa personne très aboutie, très avancée. Et nous avons vu ce garçon se reconstruire, puisqu'il était schizophrène, il l'est toujours, évidemment, mais il vivait dans son monde, et nous l'avons amené à vivre dans le monde. Et ça a été très différent. Aujourd'hui, il travaille comme comédien et comme expert dans des formations continues. Je pense qu'il y a aussi un endroit où il faut que la résilience se fasse, qui est que dans les structures médico-sociales, dans les structures de vie, il est important aussi d'ouvrir les portes à des professionnels de la culture. Car comment dire à quelqu'un que l'on a sermonné la veille en lui disant « hier, tu as fait ceci et cela, tu ne participeras pas à l'atelier » et puis le lendemain lui dire « aujourd'hui c'est théâtre, on y va ». Non. Je pense qu'il est très important pour tout le monde qu'il y ait en permanence une porte qui s'ouvre dans les structures parce que c'est de l'air frais qui rentre et c'est l'occasion pour la personne de pouvoir enfin dire quelque chose que les autres ne savent pas. Et voilà, je pense que c'est aussi l'occasion d'ailleurs pour beaucoup d'artistes-interprètes, eux aussi, de pouvoir rencontrer la résilience. Sous-entendu, la vie est parfois maltraitante, malmenante pour les professionnels de la culture, vous le savez évidemment, ce qui veut dire que pour certains, gérer une carrière ou la poursuivre est parfois difficile, et s'adonner à la pratique de l'animation, d'ateliers, de la découverte de l'art aux autres, ça peut aussi d'un seul coup se réconcilier, parce que l'art, ce n'est pas toujours qu'être en vue, mais c'est aussi rendre visible. Bien, merci. Effectivement, ce qui est très intéressant dans les témoignages que vous apportez, c'est qu'on se rend compte, je parle sous votre contrôle, mais que l'opposé de la résilience, c'est la culpabilité. Il ne peut pas y avoir de résilience avec culpabilité, ce qui fait qu'il doit y avoir à la fois un travail sur celui qui est le principal souffrant, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire, entre guillemets, la personne en fragilité psychique, et puis celui ou celle qui vit avec et son entourage, qui souffre aussi, bon, absolument, et qui porte aussi une mesure de cette faculté à devenir résilient ou à trouver en tout cas de quoi se dépasser. Il y a l'idée de transcendance dans ce que vous dites qui est très intéressante, et puis cette idée d'ouverture aux autres. On a vraiment l'impression que, enfin, c'est un peu, enfin, je sais pas, moi-même, avant de préparer cette table ronde, je pensais que la résilience, c'était d'abord quelque chose d'extrêmement personnel. Puisque les témoignages qu'on a de résilients, c'est vrai qu'on ne peut parler que de soi, ou quand on est un observateur des autres, et quand on partage, comme vous le faites. Mais il n'y a que dans ces conditions. Et moi, je pensais que le résilient, c'était le Superman qui a réussi, dans des circonstances les pires, à trouver de quoi se construire quand il est petit pour devenir grand, ou se reconstruire quand il a été démoli. Mais visiblement, l'apport des autres est plus qu'important. Oui, parce que je pense qu'il est important aussi de rappeler que ces publics sont rarement invités à aimer ce qu'ils sont, mais plutôt à acquérir ce qu'il faut avoir pour être en accord avec la majorité. Et c'est là où il y a un déficit. C'est que la majorité ne prend pas en compte le fait qu'elle-même ne fait pas l'effort de plonger dans cet autre monde. Hamlet disait « être ou ne pas être », on aurait pu dire ici « oser être ou ne pas oser être ». Effectivement. Dominique Lecomte, ce qu'on vient de dire, vous reconnaissez, vous, les éléments, puisque vous les vivez. Oui, donc, oui, tout à fait. De façon très concrète, pour ce qui concerne notre expérience, l'accès à la culture et à l'art, notamment, a été, je dirais, un vecteur extrêmement important du rétablissement de notre fils, y compris, je dirais, au démarrage de son parcours de rétablissement. Il était dans un établissement de soins et de réhabilitation, au sein duquel un des animateurs, notamment, donnait des cours d'histoire de l'art, mais des cours d'histoire de l'art très bien faits, puis de la peinture, etc. Et du coup, c'est une des choses qu'il a réussi à attraper pour avoir envie de se lever le matin, pour avoir envie d'y aller. Le cours d'histoire de l'art, c'était le truc qu'il ne voulait pas rater dans la semaine. Et puis à partir de là,
il a commencé à se réintéresser à d'autres choses. Donc ça a été très puissant. Aujourd'hui, par exemple, il est accompagné dans une association qui tient une petite galerie d'art sur le parvis de la cathédrale d'Auxerre, qui est ouverte au public. Donc de très bons artistes viennent exposer. Et donc les personnes qui sont accompagnées dans cette association, dont notre fils, participent au projet, au plan, je dirais, d'accueil des différents artistes, rencontrent les artistes, participent à l'accrochage, participent à la réalisation de certaines œuvres. Ensuite, une fois que les œuvres sont accrochées, font visiter l'expo au public, etc. Et pour relier avec ce que je disais, en fait, ce que je répondais à votre demande de définition, notre fils, notamment avec moi, il sait très bien que moi, pour moi, l'art est quelque chose d'important. Il me téléphone, il me dit, tiens là, il faudrait que tu viennes voir parce que l'artiste qui expose en ce moment est bien, je pense que ça te plairait, viens, etc. Ça crée en fait un lien qui est extrêmement important. Voilà. Et qui est... Un endroit où finalement, c'est lui qui a le pouvoir. Oui. Sous-entendu, c'est lui qui sait et qui vous initie. Et non plus dans l'autre sens où il doit intégrer soit une manière de faire, soit un souhait exprimé. Donc la chose se renverse. Dans ce que vous dites, il y a une chose intéressante, c'est qu'il s'autorise enfin. Oui. Alors je dirais que, en tant que proche, donc depuis toujours, de cette personne, c'est quelqu'un qui a une sensibilité extrêmement importante, qui sans doute a dû contribuer à sa difficulté, mais qui aujourd'hui contribue à en faire une personne particulièrement intéressante dans des tas de situations. Et je ne sais pas s'il y a renversement, mais par exemple, il a un goût très sûr, notamment en musique. Il est passionné de musique et il a une oreille absolument incroyable, mais depuis toujours. Alors, je dirais que par moments, la maladie était tellement envahissante qu'il n'avait plus accès. Mais je dirais que la musique, par exemple, est une des choses à laquelle il a quand même toujours réussi à avoir accès. Aujourd'hui, il a une discothèque absolument fabuleuse. Et par exemple, c'est un des points de communication avec ses amis, avec la famille, par exemple, qui est très important. Quand il arrive à la maison, il commence par nous mettre les disques qu'il a envie d'écouter. Il écoute ça avec son père et son frère. Et il a un goût très sûr. C'est un spécialiste. Il est super. Donc, je dirais que la résilience, là, c'est que avec l'aide des soignants, des accompagnants médico-sociaux, qui ont été absolument formidables, il a réussi à mettre suffisamment à distance ce qui le gêne, ce qui lui pose problème, pour pouvoir réexprimer quelque chose qu'il a vraiment en lui. Et puis, cette sensibilité, je dirais, sur un autre plan, par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes autour de moi, des amis, ou par exemple des membres de la famille plus éloignés qui me disent « hey, quand même super, tu sais, il m'appelle régulièrement pour prendre de mes nouvelles, il se souvient de tel projet que j'avais, il me demande... » beaucoup plus que d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il est devenu ce qu'il était, je pense, au départ, les qualités qu'il avait au départ, mais c'est quelqu'un qui fait du lien mieux et plus que d'autres, dans certaines situations. Donc, la résilience, c'est aussi, pour la personne et pour son entourage, avoir accès à ce qu'il y a de meilleur chez la personne quand elle peut le réexprimer. Et je dirais même que l'expérience de la souffrance, parce que Dieu sait qu'il y en a, l'expérience du choc et des chocs, etc., à partir du moment où la personne, et nous aussi, l'entourage, a des espaces où ça peut être travaillé, où ça peut être dépassé, ça donne accès à autre chose. C'est-à-dire que ça donne accès aussi à des possibilités de communication par moments beaucoup plus approfondies, beaucoup plus fortes, parce que débarrassées de tout un tas de scories. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne chose d'être passé à travers ça, mais ça apporte plus, ça apporte des choses. Je ne sais pas trop ce qu'on serait, nous, en tout cas notre famille, s'il ne lui était pas arrivé ça, notre fils. On est différents.
Et on est, je pense, dans certains cas, ailleurs, dans des endroits, dans des zones où on n'aurait pas eu accès. Je vous en prie, Christian. Je voulais simplement rebondir sur ça. Bon nombre de peintres qui nous ont quand même émerveillés, Van Gogh souffrait de troubles psychiatriques assez sévères d'ailleurs, hein, parce que ça a toujours mal fini. Rodin, enfin bon, il y a toute une... Et c'est vrai qu'on associe... Là, ça devient du merveilleux. Et l'art transforme la maladie. Pour les deux, c'est une obsession. Bien sûr. C'est pour ça que le lien entre l'artiste et la personne qui a des fragilités, il est évident que d'abord l'un et l'autre sont convaincus qu'on ne pense pas à eux, qu'on ne veut pas d'eux, que ce qu'ils disent n'intéresse personne, donc c'est un point commun déjà, et tous les deux ne peuvent pas faire autre chose ou autrement. Donc c'est là aussi où l'art et le spécifique, le fragile, l'atypique ont des endroits où ils peuvent se rencontrer et donc évidemment trouver une place que la société, dans sa turbulence, sa violence, son intransigeance, son intolérance, ne permet pas. Nous pouvons nous répéter 20 fois la même chose, nous ne sommes pas assujettis au résultat, mais à l'épanouissement et à la réalisation. Ce n'est pas la même chose. Puis c'est aussi le fait que quand on parle de Van Gogh, on parle de sa peinture, pas de sa maladie. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce serait intéressant dans l'avenir de ne plus dire venez voir nos artistes handicapés. Ils sont artistes ou ils sont handicapés. Il faut choisir. Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez tous dit, en particulier Dominique, c'est qu'il faut donner l'envie ou il faut trouver l'envie. Et donc, il y a aussi le fait qu'il faut inclure, c'est-à-dire que, encore une fois, le lien dont vous parlez, là, il n'a été possible que parce que votre fils avait envie de faire quelque chose et donc trouver en lui-même les ressorts de le faire. Je veux dire que ce n'est pas une dose de jus d'orange qui peut tout changer, sinon ça se serait depuis longtemps. Oui, je vous en prie. Oui, il a trouvé l'envie de le faire, mais il avait en face de lui, ça vraiment je dois le dire, des gens qui étaient ouverts. J'étais sensible à ce que disait le docteur la dernière table ronde. Il faut tendre des tas de perches, donner des tas de possibilités, puis à un moment, il y en a une qui est bonne. Il était en fait dans un environnement où il y avait plusieurs personnes, par exemple notamment la musique, qui aimaient énormément la musique, avec qui il a pu en parler. Donc du coup, il acceptait aussi les moments plus difficiles avec ces personnes-là parce qu'il y avait cette reconnaissance mutuelle, etc. C'est-à-dire qu'il était dans un environnement qui proposait de façon très ouverte des choses différentes et des choses qui n'étaient pas comme on dit quelquefois, entre guillemets, de l'occupationnel. Hein, c'est-à-dire que les activités qui sont proposées, c'est des activités qui ont leur valeur, qui ne sont pas là pour occuper la personne. Hein, c'est des vraies activités intéressantes avec des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font. Et puis il y a un vrai partage. Ça fait complètement la différence. Bien sûr, bien sûr. Il y a ce fameux médecin que tout le monde connaît, Erickson, qui disait que finalement, chacun peut se guérir lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de trouver l'inconscient, on en parlait hier, c'est ce qui nous permet d'être toujours en vie, parce que finalement, la vie est peuplée d'embûches. Enfin, toute la journée, on a de quoi... on risque en fait sans s'en rendre compte et pourtant quand on se sort des situations quelles qu'elles soient, même sans s'en rendre compte, c'est grâce justement à cet inconscient. C'est pas l'inconscient freudien horrible, mais là c'est un inconscient un peu comme un ange intérieur. Chacun peut lui mettre le nom qu'il veut, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne et que tout le monde a en soi les conditions de la résilience, puisque notre corps et notre esprit passent leur temps à se réparer en fait. Donc le tout, c'est d'arriver à mettre, j'allais dire, tout cela en mouvement. Et dans ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement des perches tendues, mais néanmoins, le déclic, il est individuel. Il est pas, on ne peut pas promulguer la résilience pour tous. Et c'est ça aussi qui est intéressant. La question que je voulais vous poser, c'est que cette résilience, donc Erickson dit qu'elle est toujours possible, mais est-ce que vous pensez-vous vraiment qu'elle est totalement possible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose?
C'est-à-dire, est-ce qu'on guérit vraiment ou est-ce qu'on va mieux? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on vit mieux? C'est déjà pas mal, mais bon. Le propre de la psychanalyse aujourd'hui, c'est de vous apprendre à vivre avec le problème, pas de le résoudre. L'art vous permet justement de trouver un espace où votre réalité n'est plus un frein, n'est plus un poids, n'est plus une honte, parce que ça aussi, il faut le faire entendre, et donc n'est plus une faute. À partir de là, évidemment, vous ne savez, j'allais dire, l'art, je ne suis pas du tout favorable à l'art-thérapie, mais l'art en soi est tout naturellement un objet d'épanouissement, de reconstruction, tout naturel. C'est au sortir de cela que l'on découvre les bienfaits. Ce n'est pas forcément dans l'instant. C'est ça qui est aussi important. Ce qui est en revanche essentiel, c'est que toute pratique soit conduite avec la conscience que à quel endroit veut-on arriver? D'où part-on? Parce que l'illusion conduisant toujours à la désillusion, il y a justement sur des publics plus fragiles une grande nécessité d'être extrêmement vigilant pour ne pas susciter des rêves qui, à terme, seront d'énormes déceptions. Donc c'est important dans l'enthousiasme qu'on peut avoir. J'ai entendu tellement de choses sur « ils sont formidables ». Oui, bien sûr, mais toute passion est formidable. On peut être passionné et puis être un piètre amateur, mais avec beaucoup de passion. Je connais plein de gens qui écrivent dont on ne lira jamais rien, mais ils sont auteurs puisqu'ils ont écrit. Très bien. Donc je pense que c'est important aussi, et d'ailleurs c'est le débat que j'ai actuellement en tant que coordinateur du handicap dans le conservatoire où j'enseigne à Paris, c'est de dire le secteur associatif a fait un travail formidable. Ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, il est évident qu'il devient un second espace de ghettoisation, car il filtre avant d'aller au milieu ordinaire. En revanche, il pourrait aussi être un tremplin pour tous ceux qui se sont révélés comme étant en capacité d'aller plus loin. Et à ce moment-là, il y a une autre chose qui se met en place. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les publics aient droit à rencontrer des professionnels de la formation et non pas seulement des gens enthousiastes et bienveillants. Ils ont droit à avoir la même compétence et les mêmes qualifications qui les prennent en charge et non plus uniquement des gens qui veulent bien s'engager sur le sujet. Je pense que ça, c'est un élément essentiel, car la résilience passe aussi par la reconnaissance de ceux qui savent et de ceux qui font, et non pas de ceux qui réparent. Dominique, oui. Oui, par rapport à l'idée de guérir. Oui. Bon, j'aurais envie de dire en boutade un peu, moi je connais qu'une manière de guérir de la vie, hein. C'est de plus la voir. Bon, guérir, je ne sais pas. Peut-être que justement la résilience pour nous, hein, pour l'entourage, pour moi, ça a été d'une part, il y a quand même un travail d'acceptation très important du fait que les difficultés, elles sont là, c'est comme ça, c'est ainsi, accepter ce qui est, et effectivement vivre avec ça. La question, c'est vivre vraiment, vivre bien, accepter vraiment. Et je dirais guérir, c'est guérir du désespoir. Guérir de la honte, bien sûr, on est d'accord, guérir de la culpabilité. Alors, tous ces trucs-là, on n'en guérit jamais complètement. Il y a toujours des situations où ça revient, évidemment. Mais enfin, savoir les calmer, savoir les mettre à distance pour faire de la place à autre chose. Hein. Et notamment, en effet, déjà vivre bien le présent aujourd'hui, le présent en ce moment, arrêter de se dire et demain et plus tard, etc. Et puis aussi quand même, reprendre goût, bien vivre. Être résilient, c'est de nouveau bien vivre en arrivant à mettre à distance les choses. Mais moi, je dirais que pour moi, en tout cas, ça a pris... mon proche, il est quand même malade depuis une vingtaine d'années. Ça s'est déclaré il y a une vingtaine d'années, donc c'est long, hein. C'est long. Donc ça n'est possible que parce que depuis environ 3-4 ans, lui-même, quand même, souffre moins, est plus heureux, arrive à dire « je suis heureux ». C'est quand même très très long, hein. Et puis lui aussi, il a fait un énorme travail de psychoéducation, de compréhension de ce qui lui arrivait, voilà. Et moi aussi, c'est un travail au long cours. Et je dirais que ça n'est possible que quand il y a un niveau
douleur, de difficulté qui s'est abaissé. Il ne faut pas rêver non plus, c'est pas possible quand on est jusque-là dans l'angoisse quotidienne, quand on est confronté au quotidien, au désœuvrement de la personne, etc. Bien sûr, la condition primordiale, c'est de faire cesser la souffrance. Et non, c'est difficile. Juste, je vous donne la parole, mais dans ce que vous disiez, mettre une petite note d'humour sur la mort, ce qui n'est pas drôle, bien sûr, mais c'est quand même Pierre Dac qui disait que d'une personne qu'elle était morte par manque de savoir-vivre. Et on est en plein dans le sujet, là, donc voilà. Je vous en prie, Christian. Je voulais rebondir sur cette notion de résilience. La résilience aussi, c'est ne pas subir sa maladie, c'est-à-dire pouvoir la gérer, ça veut dire connaître sa maladie. C'est de l'éducation. Moi, j'ai été surpris que certains résidents, enfin plus de la moitié d'après nos évaluations, ne connaissaient pas le traitement ni pourquoi ils le prenaient. Les correcteurs, c'était simplement des médicaments qu'on leur rajoutait. Enfin, il y a toute une... Donc déjà comprendre, c'est déjà assumer quelque chose et c'est ne plus subir la maladie. Et c'est considérer aussi que l'autre est capable de comprendre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour revenir sur la partie qui est la caractéristique aussi de certaines pathologies, en particulier schizophrènes, le délire par exemple, pour revenir à la notion de théâtre. Le délire, c'est quoi ? C'est une pièce qui se joue eux-mêmes. Mais quand on leur met une pièce avec des écrits, c'est-à-dire où ils doivent respecter un livret, etc., ils s'aperçoivent qu'on peut délirer, mais qu'on peut aussi le canaliser par l'écrit. C'est-à-dire ne pas sortir de comme ils font perpétuellement et là aussi subir leur délire. Et c'est par le théâtre, on a mis en exergue pour certains cette possibilité de dédramatiser la notion de délire. C'est Jean-Pierre Falleray qui disait que si l'homme avait un cerveau de cristal, on ne verrait pas la différence entre celui qui délire et celui qui imagine. On est bien là-dedans, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment la partie humaine. L'art est l'alibi de toutes nos folies. Bien sûr, l'imaginaire. Et pour compléter, on fait de la médiation animale, par exemple. C'est assez extraordinaire. Sur des personnes qui sont mutiques ou qui sont introverties, comment ils arrivent à parler aux animaux. Le vecteur animal, c'est extraordinaire. On a sorti des personnes... D'ailleurs, je suis désolé que Madame Decaux ne soit pas là, parce que elle est l'exemple type. Elle est arrivée dans un pragmatisme important et aujourd'hui, elle est presque au niveau de trouver un travail. Enfin, et je pense, j'ai toujours pratiqué cette médiation animale dans tous les établissements et j'ai trouvé toujours ça extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire l'animal, il ne juge pas. L'animal... il est dans l'instant, c'est-à-dire on le caresse, il fait une joie, c'est maintenant. Alors que la schizophrénie, on l'a dit, tout est dans le temps. C'est la conscience des choses qui pose un vrai problème. L'inconscience, évidemment, est un endroit beaucoup plus libérateur. En parlant de résilience, je voudrais aussi, puisque pour audience, la mission handicap de la branche production audiovisuelle, c'est un endroit où aussi la dimension de résilience est très importante, parce que... on se rend bien compte que beaucoup de professionnels, à un instant T de leur histoire professionnelle, pour diverses raisons, se retrouvent avec des fragilités, des problématiques de santé, qui les amènent tout naturellement. La difficulté, c'est comment ne plus être le professionnel que j'étais vis-à-vis des professionnels. Comment ne plus être ce professionnel qui réussit, qui est convaincu, qui est performant vis-à-vis de la cellule familiale. Vous voyez, à chaque fois, on va retrouver la même configuration et le premier travail à faire, c'est bien d'accompagner la personne pour qu'elle accepte que si elle doit éventuellement faire le deuil de l'avant, elle n'est pas encouragée et il n'est pas nécessaire de faire le deuil de l'après. Il y a un après, un autrement, évidemment, mais il y a un après. Et je pense que c'est ça qu'il faut surtout permettre à chacun, c'est d'entrevoir que quel que soit le parcours qu'on a pu avoir, et nous avons tous, à un moment ou l'autre, cette notion-là, ne serait-ce que par la vision qui baisse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de lire parce qu'on a besoin d'avoir des outils. Nous continuons à lire, peut-être pas avec le même rythme, peut-être pas avec la même durée, mais en attendant, nous adaptons et nous continuons. Et je pense que c'est partir du réel pour aller vers un futur, le passé et le passé.
D'ailleurs, quand on souffle les bougies, nous soufflons toutes ces années qui volent dans l'air. Oui, oui, Claude. Juste une chose, en fait, ce que vous nous dites, ce qui est important, c'est de conserver sa valeur. Je crois que quand on est démonétisé, mais au sens intellectuel du terme, hein, je ne parle pas, bien sûr. Et sa raison d'être. Absolument, absolument. N'être plus rien, ça doit être absolument affreux. Enfin, Claude, pardon. Christian, pourquoi je vous appelle Claude? Oh, ça aurait pu. Non, c'est parce que j'ai lu. Oui, c'est pas mal non plus, Claude, mais bon. Bah oui. Non, Christian. cette notion dans nos établissements d'avoir un ailleurs. C'est-à-dire que les établissements doivent être et doivent rester un lieu de passage où on est là pour aider les personnes, pour s'adapter, pour qu'eux, ils puissent souffler, parce que c'est aussi, ils viennent avec des souffrances et ça leur permet de souffler, qu'on s'occupe d'eux, etc. Mais c'est surtout un endroit de passage, quoi. Il faut arrêter ces établissements où on rentre et on sort que les pieds devant, pour être trivial. C'est fini, quoi. Aujourd'hui, un établissement est un lieu de passage, un lieu d'aide, et pas une fin en soi. Et ça, c'est très dur à faire passer politiquement. C'est-à-dire que les financeurs, c'est une solution, un établissement. Ils ne comprennent pas comment nous, par exemple, on est en train de rechercher des appartements à l'extérieur. Ils ne comprennent pas ça. Les animaux dans nos établissements, moi, c'est sur mon budget. Ils ne comprennent pas que ça peut être... Donc, il y a tout un travail à faire au niveau des politiques. Ils sont assez dangereux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas dans nos établissements. Donc, vous êtes une ligne budgétaire. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est triste. Ce sont des contre-résilients. Contre-résilients. Mais nous devons aller vers la résilience avec eux. C'est vrai. Dominique, vous vouliez prendre la parole. Oui, je voulais dire que dans notre expérience, le fait qu'il y ait un ailleurs, et là, en l'occurrence, ça a été un établissement, et puis là, une association avec différents types de logements, du logement collectif, et puis après du logement diffus, accompagné, etc. Ça a été un point absolument majeur dans la résilience de tout le monde, si je puis dire, parce que tant que la seule solution, c'était que notre fils demeure avec nous. Il a aujourd'hui 34 ans. Il est dans cet établissement depuis 4 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, il est resté avec nous. Pour lui, d'abord, hein, franchement, voilà, vivre avec ses parents, c'était terrible, quoi. Et pour nous aussi. Donc, c'est très important qu'il y ait des lieux, en effet, comme Christian vient de le dire, à géométrie variable. Alors, soit ce sont les lieux eux-mêmes qui sont à géométrie variable, soit, comme chez Falleray, il y a des lieux de nature différente et la personne peut circuler dans ces lieux, hein, parce que par moment, la personne peut avoir besoin d'être vraiment accompagnée de très très près au quotidien, etc., par une équipe. Et puis, à d'autres moments, elle peut avoir besoin d'être plus tranquille, elle peut avoir plus d'autonomie, voilà. Et c'est ça qui me paraît très important. On parle beaucoup de parcours de vie. Il y a vraiment là quelque chose à développer avec de la finesse, c'est-à-dire en voyant bien que la valeur des institutions dans ce cadre-là, c'est d'être souple, c'est d'avoir des formules souples qui s'adaptent aux évolutions de la personne au fur et à mesure. Et c'est tout à fait possible. On voit que c'est tout à fait possible. C'est pour renforcer ce que disait Christian quand il dit que politiquement, il ne faudrait pas qu'on soit à la recherche de la solution, hein. Il n'y a pas de solution. Il y a toute une diversité. C'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. On disait il faut tendre des perches à la personne pour qu'elle saisisse. Il faut aussi qu'il y ait une palette de possibilités, et c'est pas si cher que ça, parce que finalement, il y a des possibilités légères qui conviennent très bien par moment et qui sont pas chères, et puis il y a des possibilités d'encadrement plus lourds, etc., qui correspondent à certaines périodes. Donc c'est cette notion de palette, et certes, ce sont les professionnels qui petit à petit peuvent dire ce qui convient le mieux, mais c'est surtout à la personne. Hein, la personne, en fonction de ce qu'elle est capable de saisir, de ce dont elle a besoin à un moment donné, de choisir en fait telle ou telle solution. Très bien, merci. C'est en fait ce que disait Boris Vian, le bonheur. Le bonheur. Ce qui est intéressant, c'est pas le bonheur pour tous, c'est le bonheur pour chacun. C'est pas tout à fait la même chose.
On a cet exemple aussi de très belles reconstructions avec Antonin Artaud. Enfin, je veux dire que bon, ces lettres sont déchirantes de lucidité et d'intelligence. Et voilà. Alors, je suis très content que vous nous ayez rejoints et merci parce que ça n'a pas été facile avec les trains qui sont annulés et c'est bien d'avoir une résilience vis-à-vis des transports. Non, c'est pas parce que c'est quelque chose de difficile. Voilà, on voulait simplement vous entendre sur la façon dont vous êtes résiliente. On ne parle que de ça depuis tout à l'heure, mais comment vous avez trouvé les ressorts pour vivre une vraie vie, comme on a dit, c'est-à-dire pas une vie inspirée par les autres, mais une vie qui vous ressemble à vous vraiment. Une vie qui me ressemble, vous parlez avec l'handicap ou Oui. Voilà. En fait, au début, c'était pas évident de reconnaître que j'étais malade psychique. Après, j'ai fait plusieurs rendez-vous au CMP avec des infirmières. On a fait un débat aussi sur les effets secondaires du traitement et la nécessité à les prendre parce que moi, j'étais une personne, je me disais, ça va mieux, je vais peut-être l'arrêter ou le diminuer progressivement. Et du coup, je me suis aperçue qu'en l'arrêtant, mes difficultés revenaient. Et là, je me suis dit, faut pas jouer avec la santé, et que c'était important de continuer le traitement pour aller mieux, aller de l'avant et avancer. D'accord. Donc, en fait, tout au long de cet exposé, on disait que ce qui était très important, c'était justement de pouvoir être soi-même, c'est-à-dire comment avez-vous trouvé à être soi-même, mais aussi avec l'aide des autres, c'est-à-dire avoir un entourage, un accompagnement, avoir envie aussi d'aller plus loin, avoir envie de faire des choses, de réaliser quelque chose plutôt que de rester comme ça un peu statique. Déjà, je suis une personne qui veut aller de l'avant, mais à chaque fois quand j'ai des problèmes de santé, j'ai l'impression de régresser. Et dans mon entourage, je suis suivie quand même par pas mal de personnes, dont le CMP, le SAVS. Je vais dans un groupe d'entraide mutuelle pour couper de l'isolement et parler un peu des soucis qu'on a au quotidien, qu'on rencontre. Et du coup... je me dis que malgré notre handicap, on peut avancer dans la vie, on est comme les autres, sauf que un petit souci de santé ne nous empêche pas d'aller de l'avant et d'être pareil que les autres, quoi. C'est-à-dire que le handicap ne doit pas être le prétexte à ne pas bouger. Le handicap, comme le disait Pascal, finalement, on devrait avoir une espèce de droit à l'indifférence. Nous sommes bizarrement tous uniques de par nos empreintes digitales. Je ne comprends pas que ça n'arrive pas à s'étendre sur le reste du corps. Très bien. Je crois si on devait résumer en fait, non plus ce qu'est la résilience, on en a assez parlé, mais comment devenir résilient. Alors c'est un petit peu la table ronde d'après, mais je veux dire, on peut y passer quand même beaucoup de temps. En quelques mots, qu'est-ce qui vous importe le plus? On commence par vous, Pascal, et puis comme ça, voilà. Moi déjà, je voudrais poser une question. Enfin, c'est une question que je me pose, c'est comment en arrive-t-on à devoir arriver à la résilience? Oui. Quand même. Parce que s'il n'y avait pas autant d'incompréhension, de normes, de standards, il est évident que la personne singulière, et alors en bien des endroits il y en a, ne peut pas se reconnaître comme étant légitime, puisqu'elle ne voit nulle part autre comme elle. Donc, c'est ça qui nous manque terriblement. C'est l'encouragement au singulier pour faire en sorte que tous ceux qui sont conjugués au singulier puissent se dire qu'ils ne sont pas un poids, une erreur, une faute, un boulet. Ils sont autres. Et je crois que c'est peut-être là qu'on n'aura plus à parler de résilience, quand la société aura fait aussi résilience avec son goût de la norme, du parfait, du beau, même s'il est factice. C'est là que ça commence. Je pense, la résilience, c'est qu'il faut que la société accepte qu'elle est imparfaite et qu'elle n'atteindra jamais la perfection. Vaste programme, comme le disait le général de Gaulle. Dominique.
Comment devient-on résilient? Moi, je dirais déjà en étant écouté, en ayant la possibilité de parler, de s'exprimer avec d'autres qui rencontrent les mêmes choses, c'est-à-dire en se reconnaissant dans un collectif, dans des collectifs. Je dirais aussi le deuxième point, en s'entraidant. Moi, je suis frappée dans les différents groupes auxquels j'ai pu participer depuis de nombreuses années, qu'il y a un niveau de compréhension, d'entraide, même d'affection qui se manifeste entre personnes qui vivent la même chose et qui répare déjà beaucoup tout ce qu'on peut vivre du côté de la brutalité, du rejet, etc., ce qui vient d'être évoqué. Donc, en rencontrant des lieux qui sont des lieux d'écoute, d'entraide, à partir de là, de la reconstruction peut venir et on peut redevenir heureux. Mais ça passe déjà par ça. Christian? Oui, je pense que c'est le paradoxe de cette maladie, c'est que ça dépend aussi des autres. La résilience, sa propre résilience dépend des autres. C'est-à-dire comment elle va pouvoir s'appuyer sur les autres pour pouvoir avoir cette énergie, alors que c'est les autres qui ont fait en sorte qu'ils ont été soit soignés, tout pour dire les choses simplement, mais quelquefois enfermés. Et c'est la même chose, on me demande aux mêmes d'avoir cet élan pour qu'ils puissent s'appuyer pour avoir leur propre résilience. C'est quand même un grand paradoxe. Et que, voilà, ça passe par les établissements, mais nous, on est tous convertis à ça. Le problème, c'est comment on va faire passer le message à l'extérieur. Et là, je reviens sur les médias. C'est-à-dire parler de la psychiatrie pour un média, il faut que ce soit extraordinaire. Quand on voit ce qui se passe, c'est toujours quelque chose de spectaculaire, la psychiatrie, alors qu'elle ne l'est pas du tout, la psychiatrie. Elle n'est pas spectaculaire, elle est humaine. Elle est sur une échelle d'une maladie, point à la ligne, quoi. Et c'est vrai qu'on a à lutter contre ça. Moi, tous les jours, je suis obligé de lutter contre ça, sur les paroles malveillantes, sur des raccourcis, des faits péjoratifs. Et quelquefois, c'est lourd à porter, même pour nous en tant que... Parce qu'on les connaît, parce qu'on vit avec eux. Et c'est pas juste, quoi. C'est pas juste, et ça, quelquefois, ça nous blesse, nous, par rapport à eux, mais ça nous blesse, nous aussi, d'entendre tout ce qu'on peut entendre sur l'incapacité, la dangerosité, etc. C'est aussi des réalités. Je crois qu'autour de la table, on ne peut pas que non plus rêver. Il y a aussi des réalités et on doit... Angélique non plus. Voilà, bien c'est sûr, ça. bien sûr. Et qu'on a encore du travail à faire pour qu'ils soient heureux comme nous on est, ou qu'on essaye d'être. Ça demande beaucoup de respect et de bienveillance, Tout à fait. avant tout. Radija? On dirait plutôt que c'est vrai que c'est difficile pour moi de s'intégrer sans l'aide de toutes les personnes, parce que chaque personne a une problématique qui est plus forte que d'autres. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres personnes qui essayent de comprendre chaque cas particulier, c'est vrai qu'on ne va pas avancer. Donc en parler, c'est important. Le reconnaître aussi. Et voilà, il ne faut pas stigmatiser. Et on est comme tout le monde. Hein. C'est parfait, c'est une très belle conclusion. Je crois qu'on peut applaudir les différents participants. Vous remercier et vous donner rendez-vous à 16h30 pour la restitution du pouvoir d'agir, mode d'emploi bien sûr.